Et vous savez, malheureusement, vous recevez Olivier Dussopt. Mais qu'est-ce qu'il est là-dedans? Il est ministre du Travail. Oui, mais c'est lui, il est rien. Il est rien. Pourquoi mais il est rien? Vous avez une Elisabeth Borne qui est hier à la tribune, mais qui n'est rien. Parce que malheureusement, aujourd'hui, tout repose dans les mains d'un seul homme dont on se demande, comme pendant la crise Covid, comme pendant la crise des Gilets jaunes, quels sont les mots magiques qui vont sortir de sa bouche. Là, on a un gros souci. C'est-à-dire que toutes les crises, on y entre par la crise sociale, c'était le prix du gasoil, par exemple, sur la crise des Gilets jaunes, et très vite, ça devient une crise démocratique, ça se transformait en référendum d'initiative citoyenne, et je crois qu'il faudrait maintenir cette demande-là. Pourquoi? Parce que les gens se disent, mais comment ça se fait que ça repose entre les mains d'un seul homme? Et là, on voit la même chose. Passage de 62 à 64 ans, on entre par une crise sociale et on aboutit à une crise démocratique. Comment ça se fait qu'un seul homme peut décider contre le reste du pays? Vous croyez qu'on risque un embrasement social, là, justement? Comment vous qualifiez les rassemblements chaque soir, qui parfois dégénèrent? Moi, je le redis, l'homme du chaos, il est là-haut. Il est là-haut. C'est lui qui, par sa manière de faire, mène le pays au chaos. Un chaos que je ne souhaite pas. Mais maintenant, c'est lui qui a les clés de l'apaisement. Et il doit tout faire pour l'apaisement. Et c'est pas du tout ce qu'on voit de jour en jour. On voit des espèces de provocations, au contraire. On ne devrait pas en être là. Aujourd'hui, on devrait en être à travailler, à se rassembler, à réunir le pays. Et c'est tout l'inverse qui se produit. Et tout le monde sait, tout le monde sait chez les dirigeants syndicaux, tout le monde sait chez les dirigeants politiques aujourd'hui que la responsabilité de ça, de cette situation, de ce blocage, on a un extrémiste à l'Élysée. Bon, voilà, vous avez des mots forts. Oui, mais c'est la situation qui est forte aujourd'hui. Il est 7h43. Situation exceptionnelle autour, évidemment, de la réforme des retraites et donc des invités exceptionnels tout au long de cette semaine sur Sud Radio. Hier, nous avions 2 invités politiques. Ce matin encore, Olivier Dussopt sera à ce micro tout à l'heure à 8h15. Là, c'est François Ruffin, député de la France Insoumise. Bonjour François Ruffin. Bonjour. C'est le jour d'après. Ça s'est joué à 9 voix près. 278 ont voté la motion de censure. Il fallait 287 pour barrer la réforme des retraites. Est-ce que c'en est fini de cette séquence? Est-ce que la réforme a fini son cheminement démocratique comme le souhaitait Emmanuel Macron dimanche soir? D'abord, Emmanuel Macron, en l'occurrence, ça c'est vraiment Orwell, c'est un novlangue. Il dit le contraire. Le cheminement démocratique, il appelle ça quand à la fois il vient ne pas écouter des millions de personnes qui sont allées dans la rue 1, 2, 3, 4, 5 fois et qui vont y retourner ce jeudi, ne pas écouter tous les syndicats unis, ne pas écouter les 2 Français sur 3 qui disent non, on ne veut pas de cette réforme, ne pas écouter quand même les premiers concernés, les 4 salariés sur 5 qui disent non, on ne veut pas de cette réforme. Et ne pas écouter la majorité des députés. Parce qu'il est très clair que la majorité des députés, jeudi dernier, s'il n'y avait pas eu de 49-3, se serait opposée à cette réforme. Donc là, on a une brutalité. On a une brutalité à la fois sur les Français, on a une brutalité sur l'Assemblée, et maintenant, on risque d'avoir une brutalité, et c'est pas qu'on risque, c'est qu'on l'a déjà, sur les manifestants en plus. Oui, mais lui, dans son cheminement, il a été élu en annonçant la couleur, qu'il allait réformer les retraites. Il a, quoi qu'il en soit, elle a pu être adoptée parce que il n'y a pas eu suffisamment de voix pour voter la motion de censure. Donc, d'un point de vue légal, les institutions en plus sont respectées quand même. Moi, je vais vous parler sérieusement. Je vous parlais sérieusement et je vous parlais de ce qui devrait compter pour nous. C'est l'unité de la nation, dont le président de la République devrait être le premier garant. Et il fait l'inverse. Il est l'homme qui vient fracturer le pays. Il hérite, après son élection, d'un pays qui est divisé en 3 blocs. Il y a un bloc libéral, il y a un bloc d'extrême droite et il y a un bloc de gauche. C'est comme ça. Qu'est-ce que doit faire un président de la République quand il hérite de ça? Il doit tout faire pour réparer les fractures. Qu'est-ce qu'il vient faire à l'inverse? Il vient tout faire pour déchirer davantage le pays. Pour déchirer davantage le pays, donc pour quel but? Je rappelle, d'après l'OFCE, on va faire, grâce à cette réforme, 0,1% d'économie du pays. Oui, mais c'est sur l'ensemble, quoi, bien sûr. Mais franchement, non mais vous voyez l'enjeu qu'on a. Est-ce qu'on veut déchirer notre pays davantage ou est-ce qu'on cherche sur quoi on doit se rassembler? La France Insoumise n'a pas forcément apaisé lors des débats à l'Assemblée. Écoutez, ces derniers temps, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie colère qui s'exprime dans le pays et il s'agit de l'exprimer. On ne peut pas être des carpettes qui laissent passer les choses comme ça. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est réparer le pays, c'est chercher le moyen de l'unir. Donc il faut passer à autre chose. Vous savez, le chemin de l'apaisement, si on veut pas, moi, chaque fois que je vois dans la rue des Français qui tapent sur des Français, qui se déchirent, ça me blesse. Si on veut en finir avec ça, il y a une chose simple à faire pour retrouver l'apaisement dans le pays. C'est simple. Allez demander aux manifestants. Qu'est-ce qu'il faut faire?
on retire cette réforme. Selon vous, François Ruffin, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que Emmanuel Macron devrait annoncer demain, puisqu'il va s'exprimer demain lors d'une interview? Si j'étais à sa place, j'annoncerais le retrait de cette réforme pour garantir l'unité de la nation, pour qu'on ne vive pas des semaines de déchirement et pour que on affronte l'essentiel. Le GIEC rend un rapport et nous annonce qu'il va y avoir une hausse sur 10 ans, si on continue comme ça, de 1,5 degré. Ouais. La question, elle devrait être celle-là aujourd'hui. Là, c'est un immense gâchis. On devrait se demander qu'est-ce qu'on fait dans notre pays pour affronter la sécheresse, qu'est-ce qu'on fait dans notre pays pour transformer les logements, qu'est-ce qu'on fait dans notre pays pour transformer l'énergie. On devrait être dans un grand ensemble qui tire le pays vers le haut pour affronter le choc climatique. Et à la place, qu'est-ce qu'on fait? On vient se déchirer sur les retraites. Oui. Ben non, ça, il faut en finir avec ça. C'est la responsabilité du président de la République. Donc, il est atteint d'une forme de démesure aujourd'hui, Emmanuel Macron. Pourquoi démesure? De l'hubris. De croire que seul là-haut contre tous, on peut imposer comme un enfant capricieux, vous savez, qui a un joujou et qui décide de le casser quand il le veut. Ben non, la France, c'est autre chose. Emmanuel Macron, il regarde ce qui se fait chez nos voisins européens, où on travaille beaucoup plus longtemps. Il y a l'allongement de la durée de la vie, de l'espoir, effectivement, de vivre plus longtemps. Donc, voilà, il propose de travailler un peu plus longtemps. Donc, 2 ans, pour certains, ça ne choque pas. Pour d'autres, évidemment, vous l'avez dit, il y a 2 tiers des Français qui disent, bon... mais les réformes, c'est toujours dans la douleur. Non, aussi, François Ruffin, non? Vous savez, ils n'ont pas de problème à dire, d'appeler ça des réformes courageuses quand ça va contre les Français. Mais quand est-ce qu'ils font des réformes courageuses qui vont contre les marchés financiers? Jamais. Dans ce cas-là, ils sont dociles et ils font tout pour ça. Même quand, là, on est quand même dans un moment où le CAC 40 vient d'annoncer 150 milliards de bénéfices. Ça n'a jamais été aussi élevé. Et à ça, on ne va pas toucher. En revanche, moi, je veux dire, le cœur de mon combat, il est sur quoi? Sur un sentiment d'injustice. Des agents d'entretien, des auxiliaires de vie, des aides-soignantes, toutes ces personnes qui ont travaillé durant la crise Covid, à qui on avait promis reconnaissance et rémunération, et à qui, à l'arrivée, c'est non seulement l'inflation, mais en plus 2 ans de plus pour accéder à la retraite. Il y a pour moi ce grand sentiment d'injustice, mais je le rappelle, il y a le destin de la France. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble en ce moment? Et à la limite, là, il ne s'agit même plus d'être de gauche, d'être de droite. Il ne s'agit plus d'être sensible à l'injustice, de savoir ce qu'est la lutte des classes, et ainsi de suite. Il s'agit de se dire, mais qu'est-ce qu'on a à faire ensemble aujourd'hui? Et on a mieux à faire que de se déchirer. Donc très concrètement, vous dites que Emmanuel Macron doit retirer cette réforme, mais s'il ne la retire pas, est-ce qu'il y a après des aménagements? Est-ce qu'il peut y avoir une possibilité de référendum? Je reçois le ministre du Travail, là, Olivier Dussopt, dans un quart d'heure. Quel message vous avez à lui faire passer? Est-ce que vous attendez une nouvelle loi travail où on ajustera les choses, par exemple? Non. Non. On peut toujours discuter ensuite, mais je veux dire, il y a tous les syndicats unis. Laurent Berger, la CFDT, qui est quand même un homme responsable, qu'on a connu négociant des réformes avec des gouvernements différents. Il dit 62 à 64 ans, ça n'est pas négociable. Il y a là une ligne rouge. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce sont les métiers où on entre le plus jeune dans la carrière, les métiers les plus difficiles, les métiers de la deuxième ligne, qui vont être le plus frappés. Donc il ne s'agit pas d'aménager ça. On ne va pas réussir à aménager. Et vous savez, malheureusement, vous recevez Olivier Dussopt. Mais qu'est-ce qu'il est là-dedans? Il est ministre du Travail, oui, mais c'est lui. Il est rien. Il est rien. Pourquoi mais il est rien? Vous avez une Elisabeth Borne qui est hier à la tribune, mais qui n'est rien. Parce que malheureusement, aujourd'hui, tout repose dans les mains d'un seul homme, dont on se demande, comme pendant la crise Covid, comme pendant la crise des Gilets jaunes, quels sont les mots magiques qui vont sortir de sa bouche. Là, on a un gros souci. C'est-à-dire que ce que j'observe, moi, c'est que toutes les crises, on y entre par la crise sociale. C'était le prix du gasoil, par exemple, sur la crise des Gilets jaunes. Et très vite, ça devient une crise démocratique. Ça se transformait en référendum d'initiative citoyenne. Et je crois qu'il faudrait maintenir cette demande-là. Pourquoi? Parce que les gens se disent, mais comment ça se fait que ça repose entre les mains d'un seul homme? Et là, on voit la même chose. Passage de 62 à 64 ans, on entre par une crise sociale et on aboutit à une crise démocratique. Comment ça se fait qu'un seul homme peut décider contre le reste du pays? Vous croyez qu'il peut y avoir le fameux référendum d'initiative partagée? Ça peut être l'une des solutions pour les opposants, pour vous? Ça peut l'être, mais vous savez, si ça vient, ça viendra dans un mois, ça viendra dans un mois et demi. C'est bien tard, parce qu'il va y avoir des manifestations ce jeudi. Moi, j'espère qu'il y aura un moment, une grande montée à Paris, de partout,
parce que Quand là, jeudi? Non, pas jeudi. Jeudi, ce sont les manifestations, oui. par exemple. Je vous signale que la mairie d'Abbeville, hier soir, a été envahie par les manifestants chez moi. Oui. Dans les annales de l'histoire d'Abbeville, il faudrait voir quand est-ce que c'est arrivé, mais peut-être jamais. Peut-être qu'il faut remonter à la Révolution On française. risque un embrasement social, là, justement. Comment vous qualifiez les rassemblements chaque soir, qui parfois dégénèrent? Mais moi, ce que je le redis, l'homme du chaos, il est là-haut. Il est là-haut. C'est lui qui, par sa manière de faire, mène le pays au chaos. Un chaos que je ne souhaite pas. Mais maintenant, c'est lui qui a les clés de l'apaisement. Et il doit tout faire pour l'apaisement, et c'est pas du tout ce qu'on voit de jour en jour. On voit des espèces de provocations, au contraire, presque. Il y a des provocations aussi de certains manifestants, là. Hein, je dis que on ne devrait pas en être là. Aujourd'hui, on devrait en être à travailler, à se rassembler, à réunir le pays, et c'est tout l'inverse qui se produit. Et tout le monde sait, tout le monde sait chez les dirigeants syndicaux, tout le monde sait chez les dirigeants politiques aujourd'hui que la responsabilité de ça, de cette situation, de ce blocage, on a un extrémiste à l'Élysée. Bon, voilà, vous avez des mots forts. Oui, mais c'est la situation qui est forte aujourd'hui. François Ruffin, donc là, vous avez lancé un appel pour une marche sur Paris, c'est ça que je comprenne bien? Je lance pas un appel, je dis que on a essayé beaucoup de choses. Vous voyez, jeudi, à nouveau, à Amiens, il y aura un blocage de la zone industrielle, il y aura des manifestations. Vous savez, c'est même les artisans et les commerçants qui bloquent des ronds-points. À Abbeville, c'est 300 commerces fermés, enfin presque tous les commerces qui sont fermés. On est dans cette situation parce qu'on a un angle où on regarde Paris. Vous savez, vous avez des images de BFM en continu, mais je veux dire ce qui se passe ailleurs dans les profondeurs des sous-préfectures. Et voilà ce qui se passe. Et à un moment, si on n'entend pas les sous-préfectures quand elles sont loin, il va falloir que les sous-préfectures, elles montent aussi à Paris. Merci François Ruffin. Merci à vous. Était l'invité de Sud Radio, premier invité, et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui sera mon second invité tout à l'heure à 8h15. Merci à vous.